Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Kinshasa et Kigali signent un accord de paix sous l'égide de Washington et de Lomé. Je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par Dieudonné Sewono, journaliste et directeur général de l'UR Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Avant d'entamer cette émission, ma pensée pieuse à l'égard de toutes les victimes des dernières manifestations au Togo. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Manifestations au Togo qui constitueront le quatrième sujet de cette émission. Mais nous allons d'abord aborder la question de cet accord de paix signé entre Kigali et Kinshasa sous l'égide des États-Unis, surtout ce 27 juin 2025. Les deux parties essentielles, la République démocratique du Congo et le Rwanda, ont signé un accord de paix annoncé depuis un bon moment, qui fait suite à plusieurs années de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord signé à Washington permet de relancer un espoir pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La médiation a été essentiellement menée par Washington, les États-Unis, mais il ne faut pas également oublier que plusieurs autres parties ont également des processus visant à aboutir à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Je veux parler de l'Union africaine avec la médiation de Lomé et puis du Qatar avec la médiation de Doha. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Finalement, l'accord de paix tant attendu a été signé ce 27 juin à Washington. Oui, c'est un accord qui consiste donc à désamorcer la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une lueur d'espoir dans la mesure où cette crise-là, comme vous l'avez dit, justement en parlant donc des acteurs qui ont contribué à cette signature-là, c'est dire que tout simplement que cette crise-là a ébranlé pratiquement tout le monde entier et chaque pays s'en préoccupait parce que il y a très longtemps que cette crise-là était donc persistante et justement cette négociation, puisque vous savez à un moment donné les relations étaient rompues entre la RDC et Kigali. Chacun se regardait en chair de faïence, mais justement, ce sont les deux acteurs parlant donc de cette crise persistante, comme je venais de le dire, dans l'est de la République démocratique du Congo. On cite le M23, dont Kigali est un ardent soutien. Et justement, lorsque une pareille crise, et justement lorsque vous voyez, en tout cas les atrocités commises dans cette partie de l'Afrique, il y a lieu quand même que cela puisse interpeller chaque Africain. Et je pense que Washington s'en tenait donc préoccupé. Mais n'oubliez pas également, lorsqu'on parle de cette crise-là, on parle également des puissances occidentales qui s'entremêlent, qui soutiennent l'un ou l'autre bord. Mais je pense que lorsqu'on parle de Washington, c'est quand même une véritable lueur d'espoir dans la mesure où ces mêmes acteurs qui sont pour la plupart du temps cités dans cette crise-là sont ceux-là également qui mènent cette médiation, même si c'est au prorata d'un certain nombre de bénéfices. De toute évidence, ce qui est important, c'est que des vies soient préservées, que la paix revienne dans cette partie de l'Afrique. C'est ce qui est important. Donc, peu importe ce que cela coûterait, il faudrait quand même qu'on en arrive là. Mais justement, je pense que l'Union africaine, qui également, d'un côté, puisqu'il faudrait quand même qu'on puisse expliquer le fait qu'on parle quand même d'autres acteurs, à part Washington, qui était donc le meneur principal. Depuis lors, chacun de son côté, vous avez parlé donc du Qatar, vous avez parlé de Washington, vous avez parlé quand même de l'Union africaine, dont le chef d'orchestre était donc le président du Conseil togolais, le Togo, qui était donc pris comme le médiateur principal après que le président de Joao Lourenço ait donc jeté l'éponge. Donc je pense que c'est justement les trois acteurs, puisque avant cette paix, je pense que nous aurons le temps donc de le démontrer. Puisque pourquoi moi je parlais d'une signature ou d'une paix, d'une lueur d'espoir ou une paix fragile. Je le dirai bientôt dans d'autres... Dans votre deuxième prise de parole. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou. Dieudonné Sewono, à Washington, Kigali et Kinshasa ont signé finalement l'accord de paix. Oui, c'est la nouvelle.
depuis le 27 dernier, si j'ai bonne mémoire, bien sûr, un accord de paix est intervenu entre Kigali et Kinshasa. C'est bien ça. Alors, cela dénote les multiples facettes de cette crise que nous avons toujours dénoncées ici. Si aujourd'hui un accord de paix est signé entre la RDC et le Rwanda, cela voudrait dire c'est bien le Rwanda le principal instigateur de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, un accord de paix, moi qui suis un garant, non je ne dirais pas garant, mais aussi un évangéliste de la paix, lorsque j'entends deux entités ou alors deux États en crise signer un accord de paix, je ne peux qu'applaudir. Je ne peux que dire merci d'avoir posé le bon pas. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous d'apprendre que les deux États ont apposé leur signature sur un papier, signe d'un cessez-le-feu, signe d'un arrêt des hostilités, signe d'un arrêt d'une crise dans la République démocratique du Congo. Sauf que, moi j'ai un petit pincement du cœur, c'est bien que ce soit maintenant. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut aller à cet accord de paix? Et cela dénote une fois encore la fragilité des pays africains en matière de la résolution des crises. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union africaine avait déjà envoyé un médiateur pour essayer de résoudre cette crise qui secoue la République démocratique du Congo. Et cela n'a pas réussi. Et à la fin, le médiateur a dû jeter l'éponge parce qu'il a compris, à un moment donné, qu'on essaie de voir qu'il n'a pas la poigne nécessaire pour pouvoir gérer cette crise-là. Et donc, il a dû démissionner. Et le choix est porté sur notre président, le président Faure Gnassingbé, qui est aussi toujours dans les tractations en vue d'apporter une solution à cette crise. Mais voilà que après le Qatar, les Africains se retrouvent à Washington sous l'ordre du président américain pour signer un cessez-le-feu ou alors un traité de paix. Je me demande, sans les autres, est-ce qu'on ne peut pas arriver à une solution? Sans les pouvoirs occidentaux plutôt, est-ce qu'on ne pourra pas arriver à un pourparler pour finir avec la guerre, avec les crises? C'est ce qui est encore dommage. L'Afrique vient de démontrer que nous ne sommes pas encore indépendantes. Nous ne pourrons pas résoudre nos problèmes sans l'intervention des autres. Je l'ai suffisamment dit à ce plateau que des problèmes comme tels, pour pouvoir les résoudre, il faut s'imposer en force militaire et pour pouvoir décourager l'autre qui essaie de brandir sa capacité militaire. Et là, c'est en cela que je parlais d'une question de rapport de force. Mais cela n'avait pas été le cas jusqu'aujourd'hui. Eh bien, on se transporte chez l'autre pour pouvoir signer un accord de paix. Alors bravo, mais en soi, ça cache quelque chose et ça donne une leçon qui laisse à désirer encore sur le continent. Celui qui arbitre votre cessez-le-feu a aussi ses conditions et il a aussi ses intérêts à défendre. Qui pourra empêcher l'autre à pouvoir voir dans les ressources minières de la RDC lorsque le butin va être partagé? Personne ne peut l'empêcher parce qu'il a joué un rôle fondamental que tout un continent n'a pas pu jouer. Et c'est là maintenant notre niveau, je dirais, de faiblesse à l'égard de la gestion de nos propres choses. L'Afrique doit se relever. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure, puisque vous évoquez la question. On reviendra sur le rôle joué par le Togo dans la signature de cet accord. Mais bien avant, Daïmou Boli, vos analyses, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont finalement signé ce 27 juin l'accord de paix tant attendu. Oui, et enfin, l'accord de paix tant attendu, mais j'espère vraiment que cet accord va tout de même être respecté. Bon, voilà, quand on voit le pays qui est derrière les États-Unis, j'espère quand même que cette puissance que représentent les États-Unis vont contraindre les deux pays à respecter cet accord. Parce que la paix dans cette zone est primordiale. Depuis plusieurs années, il y a eu la guerre qui empêchait ces pays vraiment de se concentrer sur leur développement. Aujourd'hui, plusieurs acteurs, à savoir le
le Togo, le Qatar et bien sûr les États-Unis ont contribué ensemble à arriver à la signature de cet accord de paix. Cet accord de paix qui est construit sur plusieurs axes, à l'instar du désarmement des groupes rebelles, donc de la coopération armée au niveau des frontières, de l'intégration économique entre les deux pays et bien sûr la question des réfugiés des deux pays aussi a été évoquée dans cet accord de paix. On reviendra sur le contenu d'ailleurs de cet donc, accord tout à l'heure. je pense que cet accord est arrivé au bon moment et j'espère vraiment qu'il sera respecté pour une paix véritable entre ces deux pays. Merci beaucoup à vous, Daïmou Bodi. Alors, je recommence par vous, Adam Adjranou, pour un autre tour. Quel a été, selon vous, le rôle joué par le Togo, puisque le Togo est le pays désigné par l'Union africaine pour mener la médiation africaine. On sait que le Togo a eu plusieurs soutiens, mais on sait aussi qu'il y a eu des rencontres au Togo, il y a eu des rencontres à Doha, ou du moins au Qatar, il y a eu des rencontres également aux États-Unis. C'est finalement aux États-Unis que cet accord est signé. Le Togo n'a pas manqué, en tout cas dans sa communication officielle, de rappeler qu'il a aussi fait quelque chose. Quel a été le rôle du Togo ? Vous savez, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de revenir sur un certain nombre d'aspects qui peut éclairer la lanterne des uns des autres pour comprendre en réalité le rôle joué par le Togo. Vous savez, lorsque vous prenez les deux grands acteurs par lesquels dépendra donc la stabilité totale sur le terrain, et je rappelle que cette stabilité-là dépendra d'abord de la sincérité des acteurs, de la mise en œuvre rigoureuse donc des décisions prises, mais également de la mise en œuvre des pourparlers de Doha. À Doha. Vous convenez qu'avec moi que lorsqu'on parle de Doha pour retrouver entièrement la paix, ça voudrait dire quelque part que c'est Washington et Doha qui constituent en tout cas les grands baromètres des prises des grandes décisions pour en arriver là. Mais justement, qui est le profiteur? C'est justement l'Afrique. Donc l'Afrique, par le biais donc du Togo, je parle donc de l'Union africaine, reste véritablement donc en alerte. Et justement, c'est l'Afrique qui est sur le terrain. Le terrain, même si le Togo est loin des théâtres des conflits, de toutes les façons, c'est l'Afrique qui est l'épicentre en réalité, qui profite en réalité, c'est à l'Afrique que profite donc cette paix-là. Donc c'est justement à l'Afrique de pouvoir donner les éléments probants qu'elle a eu véritablement donc à scruter sur le terrain pour permettre en tout cas aux deux acteurs de pouvoir évoluer, même si certains vont me contredire en disant que les renseignements de l'Afrique sont plus possédés par les puissances occidentales, et notamment lorsqu'on parle de Washington justement. Personne ne peut dire le contraire. Mais il n'en demeure pas moins de constater que c'est en Afrique que se déroulent les événements et nous avons plus d'éléments à apporter, puisque les renseignements se reposent notamment sur les renseignements internes. Donc justement, le Togo a eu quand même à apporter du sien pour éclairer un certain nombre de zones d'ombre et apporter des éléments qui puissent permettre aux deux grands acteurs de pouvoir donc trancher. Et justement, trancher sur cette décision, comme je le disais en parlant donc de Doha, dont dépendra en tout cas le dernier rang pour parler donc de la paix, le Togo ou l'Afrique, parce que lorsque nous parlons du Togo, ce n'est pas le Togo entité personnelle, mais nous parlons donc de l'Union africaine, étant donné que c'est le Togo qui est le chef d'orchestre, a apporté donc des éléments pour permettre véritablement d'amener. Quel type d'éléments? Non, des éléments liés au fait, d'abord, vous savez, avant que le Togo ne vienne, il y a eu quand même l'Angola qui était donc le chef d'orchestre, qui a mené une grande bataille et qui a transmis en réalité donc cette bataille-là au Togo. Donc, lorsque vous parlez donc d'éléments, lorsque nous sommes sur le théâtre des conflits, vous en souvenez, on parle véritablement donc du Rwanda, etc. Mais justement, un certain nombre d'éléments, comme je l'ai dit, liés en tout cas à la persistance de cette crise-là, il appartient quand même à l'Afrique de pouvoir donner ces éléments-là. Puisque partout d'où viendra donc la paix, l'Afrique est preneur. Sinon, elle est preneuse, si vous voulez. Donc, c'est justement ces éléments-là que l'Afrique, par le biais du Togo, a apporté à ces grandes puissances-là pour en arriver là. Merci beaucoup à vous, Adam Adjranou. Dieudonné Sewonou, quel a été le rôle du Togo dans cette médiation? Donc, je saurais dire de façon succincte le rôle du Togo dans cette médiation, d'autant plus que, eh bien, il est clair que les deux pays signent un accord de paix sous l'égide de Washington. Alors, je ne parlerai pas d'un rôle joué du Togo dans cette signature, mais je parlerai plutôt d'un Togo comme baliseur de chemin, d'accord, d'un Togo comme négociateur du couloir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que
après la désignation de l'Union africaine, le choix porté sur le président togolais dans cette crise, eh bien, les voyages ont été effectués pour rencontrer les deux protagonistes. Alors, je veux croire que ce ne sont pas juste des voyages touristiques, mais c'est des voyages à but de discussion afin de trouver un consensus, peut-être de part et d'autre. Le président togolais aurait persuadé les uns les autres à accepter ou alors à faire un sacrifice pour aller à un accord de paix. Donc, je pense que c'est cette discussion ou alors c'est cette traction que le Togo a eu à mener dans cette démarche. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de signature d'accord, on dira une signature d'accord sous l'égide de Washington. Bon, peut-être une autre rencontre aura encore lieu. Parce que c'est facile maintenant de faire asseoir les deux pays, les deux pouvoirs, d'autant puisqu'il y a un accord signé au plus haut niveau, il y a un grand arbitre qui dit respectez les clauses de cet accord. Si vous ne respectez pas, voilà, je pense qu'il y a quand même des fonds de cet accord qui peuvent conduire le respect ou non de cet accord. Alors le Togo a maintenant plus de possibilités de rencontrer ou alors de réunir plus de positions et de demander à ce que les principes ou alors l'esprit visé dans la signature de cet accord soit beaucoup plus respecté à la base. Merci beaucoup. À vous de donner sur nous, Daïmou Boli, quel rôle a été celui joué par le Togo dans la signature de cet accord? Bon, déjà, il faut souligner que le Togo a été choisi comme facilitateur dans la résolution de cette crise. Et donc, depuis un bon moment, le président du Togo a entrepris des actions. Donc, il a permis quand même de rencontrer les émissaires des deux pays protagonistes, donc du Rwanda et de la RDC, de recueillir véritablement les pensées des uns et des autres. Donc, ce qui a permis aujourd'hui de rédiger cet accord. Donc, cet accord, en tout cas, a tenu compte des aspirations des deux protagonistes. Et celui qui a permis quand même d'avoir ces aspirations, je peux dire que c'est le facilitateur de l'Union africaine qu'est le Togo. Aussi, il faut quand même reconnaître la position du Togo sur le plan diplomatique au niveau de l'Afrique. Lorsque le Togo s'engage dans des négociations, ce pays quand même arrive à aboutir au cahier des charges qui lui a été confié. Aujourd'hui, on voit quand même les États-Unis au-dessus, qui a permis d'accélérer la signature de cet accord de paix. Mais derrière, il faut souligner que les négociations ont commencé beaucoup plus tôt, donc avec l'Angola qui a commencé en tant que facilitateur aussi de l'Union africaine et du Togo. Mais de l'autre côté, il faut rappeler que le Qatar a fait un travail énormissime en permettant des négociations entre la RDC et les rebelles du M23. Donc tous ces efforts réunis ont permis aujourd'hui d'aboutir à cet accord de paix. Il faut aussi rappeler que un accord signé a besoin d'être suivi. Et donc, il y a un comité de suivi. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place, composé donc des pays suscités donc du Rwanda et de la RDC, des États-Unis, du facilitateur de l'Union africaine, du Qatar et puis des États-Unis. Voilà. Donc ça c'est dans la disposition numéro 7.2. Exactement. Donc à travers cette disposition, l'on comprend le rôle important que le Togo a joué dans la résolution de cette crise. C'est quand même important de le souligner. Rapidement, on va aller au fond du dossier. Vous prendrez la parole. Alors, il y a un aspect dans cet accord qui suscite des interrogations. En tout cas, à mon niveau, on n'aura pas le temps de dépouiller tout l'accord. Si nous prenons la deuxième disposition désignée désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Cette disposition dit afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis soutiennent effectivement les négociations en cours entre la RDC et la FCM23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Le premier élément, c'est la fin des soutiens étatiques. Et le deuxième élément, c'est là où on cite l'AFC M23. On parle de désengagement d'une manière
séquencée et des forces et puis de l'intégration de ces éléments-là ou de l'AFC M23 ou des autres groupes rebelles dans les forces armées de la République démocratique du Congo ou dans la police congolaise. Pensez-vous qu'on pourra arriver à une telle situation quand on sait que le processus de Doha est toujours en cours et que finalement, tel qu'annoncé, il n'a pas en tout cas abouti avant que les États-Unis n'arrivent à obtenir cette signature d'accord? Vous savez, je pense que, parlant donc de ces éléments que vous venez de citer, je pense un peu lourd. Moi, j'ai essayé de les résumer en 3 éléments. Justement, faire en sorte que la neutralisation des FDR et le retrait du Rwanda. C'était le deuxième point. La relance économique régionale de la région. Établir un mécanisme conjoint de coordination soutenu par un comité de surveillance des 2 pays. C'est les 3 points qui ont fait donc l'objet de cet accord-là. Mais justement, je prenais la parole avant même de revenir sur ces éléments-là. Je disais en réalité, si nous partageons en réalité sur le rôle concret que le Togo a joué, il ne faut pas oublier que les valeurs qui ont prévalu au choix du Togo est justement liées donc à sa diplomatie discrète. Le Togo ne veut pas faire tambour, en tout cas trompette. En tout cas, les négociations qu'il a toujours menées, c'est ce qui fait que le Togo ne met pas à jour en réalité les réels rôles joués. Et lorsque vous prenez d'ailleurs même aux côtés, les grands médias qui sont même aux côtés de ces pays-là, il est très difficile de pouvoir énumérer succinctement le rôle joué par le Togo. Mais je pense que le communiqué l'a également retenu. Ça voudrait dire quand même il y a un rôle. Le Togo, donc il a été du 17, donc ça va alors. Donc revenons maintenant à la mise en œuvre de cet accord. Oui, c'est la mise en œuvre. Vous ne voyez pas des conditions très difficiles? Non, les conditions, comme je l'ai dit, les conditions, en tout cas en elles-mêmes, ne sont pas difficiles en tant que telles. Mais étant donné que ces conditions, pour en arriver à une résolution concrète, comme je l'ai dit, j'ai su quand même à énumérer les 3 éléments, en tout cas fondamentaux, qui aillent donc prendre en compte pour arriver donc à une résolution concrète. D'abord, je l'ai dit, si vous voulez, je peux encore revenir là-dessus. En tout cas, oui, la sincérité des acteurs, la mise en œuvre rigoureuse, en tout cas de cette disposition-là, ça voudrait dire que cela fait prévaloir la bonne volonté des 2 acteurs à pouvoir donc en arriver à la paix. Mais justement, en cette bonne volonté, et quand on sait que le président Tshisekedi avait déjà dit qu'il n'est pas prêt à négocier avec les rebelles du M23, et ce qui fait que déjà à Doha, depuis un moment, on n'a plus de suite puisque le processus semble être en pause. Non, moi je pense que, je le dis, le 3e élément, vous l'avez cité donc en parlant de Doha, mais quand même nous avons tous constaté qu'il y a un accalmie sur le terrain. Ça veut dire que chaque acteur attend quand même l'évolution des éléments pour reprendre les armes. À partir du moment où les armes se sont tues, il y a quand même espoir que demain serait quand même là-bas. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou, Dieudonné Sewono. Le processus de Doha qui est censé mener les discussions entre la République démocratique du Congo et le M23 est cité dans cet accord, d'abord dans le préambule et aussi surtout dans la deuxième partie où on engage, les 2 parties du moins s'engagent à soutenir ce processus. Croyez-vous réellement à ce que la RDC puisse parvenir à un accord avec le M23? Ah non, écoutez, c'est difficile de répondre à cette question sur ma croyance. Que je croie ou non, il est question... Pas le plus important. C'est pas ce qui est important. Il est question aujourd'hui de retrouver la paix. Maintenant, au vu des réalités, est-ce que ces 2 pays ou alors ces 2 puissances sont prêtes à consentir à un sacrifice encore plus supérieur? N'oubliez pas, on parle aujourd'hui, entre guillemets, du désarmement. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, des groupes armés qui sont ou alors qui administrent déjà l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que nous n'oublions pas, c'est que déjà la République démocratique du Congo est régie par une administration émanant du M23. Cela voudrait dire... Une partie, bon, si vous le voulez. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être dessiné à ce niveau. Mais l'accord dit qu'il faut que chaque pays retire son soutien à ces groupes rebelles, notamment le Rwanda. Cela voudrait dire qu'il faut laisser ces groupes seuls sur le terrain. Maintenant, l'autre niveau, il faut que le Kinshasa accepte les intégrer à l'armée nationale. De façon ou alors à la conditionnelle, politique. sous certaines conditions bien définies aussi. Très bien. Bon, qu'est-ce qui prouve que à l'interne maintenant, les conditions qui sont imposées
pour la réintégration ou alors pour l'intégration de ces forces, ces groupes armés seront vraiment acceptés par ces groupes armés. Et c'est ce que doit faire Doha dans sa négociation. Bon, est-ce que Doha est arrivé quand même à finir son processus? C'est la question qu'on se pose. C'est parce qu'il est bloqué quelque part. Cela voudrait dire, à ce niveau précisément, il y a un sérieux problème qu'il faut traiter avec beaucoup de tact. Et je crois peut-être que c'est pour cela que le médiateur de l'Union africaine est là pour continuer cette gestion-là. Sinon, en gros, signer un accord de paix sous les projecteurs du monde, le terrain pourra dire autre chose. Mais pour que le terrain ne parle pas un autre langage, il faut une discussion endogène. Merci beaucoup à vous. Daïmou Boli, croyez-vous en la réussite du processus de Doha? Celui de Washington s'est conclu avec un accord ce 27. Il reste celui de Doha, puisque pour Washington, il est dans la même logique que de celui de l'Union africaine. Il reste celui de Doha qui surtout doit baliser le chemin à un accord entre la République démocratique du Congo et les groupes rebelles, notamment l'AFC M23. Oui, celui de Doha est aussi, en tout cas c'est la mission la plus difficile de cette situation, d'autant plus que le vrai problème c'est entre la RDC et les rebelles du M23. Maintenant, cet accord déjà parle du désarmement des groupes rebelles, en tout cas des groupes armés présents sur le terrain. Maintenant, depuis un bon moment que Doha a commencé les négociations, les discussions semblent être en pause comme vous l'avez souligné, mais j'espère que si aujourd'hui la RDC a accepté de signer cet accord, c'est parce que elle est aussi disposée à faire des compromis, et j'espère que de l'autre côté les rebelles du M23 seront aussi disposés à faire des compromis pour quand même qu'on puisse arriver à cette paix véritable. N'est-ce pas plutôt une manière de prendre de court Doha, parce que comme on ne veut pas discuter avec Doha, on estime que quand on a un accord avec Kigali pourra mettre pression sur le M23, et donc on préfère signer avec Kigali que de signer avec le M23. Oui, exactement. Bon, ça dit que ici ce serait quand même compliqué de faire signer un accord sans Kigali, parce que voilà, au-delà de toutes les réalités, nous savons que le vrai soutien du M23 c'est Kigali. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on s'en tienne uniquement à l'accord avec Kigali et qu'on oublie le M23? Non, il ne faut pas oublier que les négociations continuent toujours à Doha. Et pour vous, il y a de l'espoir que ces négociations... Il y a de l'espoir. Je suis certain. Ici, il faut que RDC arrive à faire des compromis, et je suis sûr que si le Rwanda aussi s'engage dans cette même perspective, on va aboutir à un accord durable. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.